J'ai l'honneur ou le redoutable défi de lancer la première intervention de la sous-conférence, je ne sais pas si c'est le bon mot, donc le Lib Day, qui est organisé par Libertis, les entreprises qui travaillent sur le logiciel libre dans la région. Et donc moi je vais vous faire une présentation sur un logiciel qui s'appelle Urungi. Est-ce que tout le monde est bien à la place où il pense être? On est au -1, c'est la salle Lib Day et c'est Urungi. C'est donc pas du tout du DevOps. Donc si vous vous attendez à ce que je vous fasse un truc sur du DevOps, vous n'êtes pas au bon endroit. Par contre, si vous voulez découvrir le logiciel Urungi, vous êtes exactement au bon endroit. Donc je vais vous faire une petite présentation en une demi-heure. Donc je commence en me présentant qui je suis. Donc je m'appelle Paul Poulain. Je suis un des locaux de l'étape. J'habite à au moins 2 km d'ici. Ça m'a pris beaucoup de temps pour venir. Je suis impliqué dans le logiciel libre depuis 1997. Mes tout premiers pas avec Linux, c'était en 1997. J'ai un profil technique, mais depuis une douzaine d'années maintenant, j'ai créé une entreprise qui est dédiée au logiciel libre pour les bibliothèques. Je vais revenir après, non pas pour faire de la promo pour mon entreprise, parce que de toute façon, il n'y a probablement aucun d'entre vous qui avait un intérêt à travailler avec moi, parce qu'on fait un truc très spécial, mais parce que je veux remettre dans le contexte pourquoi on a lancé ce projet Urungi, puisque c'est un projet que nous avons lancé il y a maintenant 1 an et demi. Et Urungi a un positionnement dans l'écosystème des logiciels de gestion de tableau de bord, etc., qui est assez précis. Et j'espère que certains d'entre vous vous direz « Ah, ça répond à un besoin aussi pour mon entreprise ». Et puis que peut-être vous rejoindrez notre effort pour développer ce logiciel. Voilà. Urungi, c'est quoi? Donc déjà, c'est un mot de la langue maori, qui est la langue des natifs de Nouvelle-Zélande, qui signifie, c'est la barre de navigation d'un bateau, ou, enfin, ça c'était pour les bateaux des gens qui se sont installés en Nouvelle-Zélande en venant d'Europe, mais pour les locaux, c'est plus les barres et les rames spéciales, particulières pour diriger les bateaux. Donc Urungi, c'est quoi? C'est une appli web sous licence libre qui permet de construire, de publier des rapports, des tableaux de bord, des statistiques sur des bases de données, le tout sans compétences techniques. Alors, on va y venir parce que c'est vraiment le point qui est un des 2 points les plus importants quand on a lancé ce projet. La technique qui est derrière, donc c'est du Node.js. Les modèles de tableaux, les modèles de layer, dont je vais vous expliquer juste après ce que c'est, sont stockés dans une base MongoDB et on peut interroger des données qui sont dans des bases SQL ou MongoDB elle-même. On sait que ça fonctionne effectivement correctement avec MariaDB, avec Oracle, puisqu'on a fait des essais, on a des clients qui tournent avec ça. Ça devrait marcher avec PostgreSQL, mais on n'a pas encore eu l'occasion de le vérifier. Voilà. La licence, c'est GNU GPL v3. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est. J'imagine que la plupart d'entre vous, vous savez très bien de quoi il s'agit. Donc, il y a 2 parties dans ma présentation. La présentation du contexte, pourquoi on a lancé ce projet. Et la deuxième partie, c'est la présentation du produit, où on en est, qu'est-ce qu'il fait ne fait pas, et qu'est-ce qu'on a envie qu'il fasse ensuite. Et puis, et la dernière diapo, je vais déjà vous révéler la dernière diapo, c'est de dire, si vous voulez nous rejoindre dans ce passionnant projet, vous êtes largement les bienvenus. Donc BibLibre, c'est une société que comme j'ai dit tout à l'heure, que j'ai fondée il y a 12 ans. C'est une vingtaine de personnes et on est spécialisé dans les logiciels libres à destination des bibliothèques. Donc nos clients sont exclusivement des bibliothèques. On a à peu près 200 clients et on a dans notre portefeuille 5 applications métiers dédiées aux bibliothèques, dont l'immense majorité d'entre vous, si ce n'est la totalité, n'avez certainement jamais entendu parler. Sauf si vous bossez en bibliothèque. Donc des applications qui s'appellent Koha, Bokeh, Planning Biblio, Coral, Omeka. C'est des applis, si vous êtes bibliothécaire, vous les connaissez, mais si vous n'êtes pas bibliothécaire, vous ne les connaissez pas. Est-ce qu'il y a des bibliothécaires ou des gens qui bossent dans les bibliothèques dans la salle? Non, voilà, je m'y attendais. Hein. Voilà. Donc, toujours pour continuer avec le contexte, et j'insiste, c'est important pour moi ce contexte parce que ça explique
certaines directions qu'on a prises dans le développement d'Urungi. Nos clients ne sont pas des informaticiens. Dans certains cas, ils sont assez technophiles. Dans de nombreux cas, ils sont assez technophobes. D'accord. Nos clients, ça va de la toute petite municipalité, la communauté de communes de La Française dans le département 82, où il y a 2 petits villages de 1000 habitants, jusqu'à l'université d'Aix-Marseille. Donc c'est 250 bibliothécaires, évidemment une équipe informatique, une infrastructure informatique importante. Donc voilà, ça va de petites structures à des grosses structures et de technophiles à technophobes, sachant que ce n'est pas forcément les petites qui sont les technophobes et les grosses qui sont les technophiles. On a un peu de tout. Nos clients, ils ont besoin de produire des tableaux de bord, des statistiques, des rapports d'activité, beaucoup pour leur tutelle, mais aussi pour leur propre exploitation. Donc c'est la partie compréhension du fonctionnement de ma bibliothèque. Comment vit ma bibliothèque. Il y a des petites problématiques toutes bêtes comme est-ce que le mercredi après-midi, j'ai vraiment beaucoup plus de monde que les autres jours de la semaine qui vient emprunter des ouvrages, parce que dans ce cas-là, il faut que je demande à mes bibliothécaires d'être plus présents le mercredi après-midi que le lundi matin où j'ai à peu près personne. Les clients sont souvent hébergés par nous et ils ont des contraintes budgétaires, c'est que des structures publiques, donc ils ont des contraintes budgétaires très très fortes, et donc il est totalement inenvisageable pour eux, y compris pour l'université d'Aix-Marseille, de dépenser de l'argent pour des outils de business intelligence. Alors parfois ils en ont pour d'autres fonctions jugées plus stratégiques que la bibliothèque, mais la bibliothèque est rarement jugée comme un élément stratégique. Donc déployer un outil comme Business Object avec les licences, la formation, le fait d'avoir un statisticien ou un informaticien dédié, etc., c'est totalement exclu pour, à mon avis, 100% de nos clients. Du coup, notre objectif, quand on s'est lancé dans le développement d'Urungi, c'était proposer à nos clients qui cachent toute la complexité de la base de données, de la structure de la base de données qui est sous-jacente aux outils qu'ils utilisent au quotidien, mais qui leur permettent de construire des tableaux de bord jolis, librement, faciles, sans rien coder. Peut-être qu'il y a des choses qu'ils ne vont pas pouvoir faire, sans rien coder, mais ce n'est pas très grave. L'immense majorité des besoins qu'ils ont sont des besoins finalement assez simples du point de vue technique. D'accord ? Un deuxième objectif que l'on avait, qu'il a été un objectif interne à nous, Biblibre, c'est nous voulons un logiciel qui soit facile à déployer et surtout qui soit facile à mettre à jour. C'est le tout petit côté DevOps de ma présentation, mais il y a juste ça. On a 200 clients, certains, voilà, à peu près la moitié sont hébergés par nous, la moitié ils ont leur propre infra d'hébergement, donc déployer Urungi sur 200 serveurs virtuels ou déployer des mises à jour sur 200 serveurs virtuels, on voulait que ça soit simple et rapide. Et donc c'était ça qu'on avait dans l'idée quand on a démarré le projet Urungi. Donc on a commencé à chercher des logiciels libres qui existaient sur le marché. On n'a pas trouvé de logiciel libre qui correspondait à nos critères. On en a essayé plusieurs légèrement. On en a creusé quelques-uns plus profondément. Notamment, on a creusé pas mal Spago BI. Et puis, on a laissé tomber. Sauf qu'on a trouvé, dans le cadre de nos recherches, un logiciel qui s'appelle WideStage, ou qui s'appelait WideStage, qui était vraiment, qui collait assez bien, mais qui était à l'abandon. Du coup, en 2018, on a décidé on a essayé de prendre contact avec le développeur qui a démarré WideStage. On a eu une réponse à notre premier mail, et puis après, on n'a plus jamais eu de réponse. Donc on a dit, bah, tant pis, on fourche, et on démarre un nouveau projet à partir de cette base, donc WideStage, que vous pouvez trouver sur GitHub. Et on a démarré Urungi, que vous pouvez aussi trouver sur GitHub. Et on a regardé avec l'un des 2 développeurs qui travaille là-dessus. Depuis la fourche, on a fait quasiment 600 commits. Donc on a vraiment profondément changé le logiciel dont on s'est inspiré, enfin, depuis lequel on est parti. Mais certains concepts collaient vraiment à ce qu'on voulait faire. Donc on a poussé jusqu'au bout, on a continué. Je me lance maintenant plus dans la présentation du produit lui-même. Donc le produit Urungi, il y a un concept qui est
assez central, enfin qui est complètement central, qui est les layers ou les calques en traduction en français. Le calque, c'est la couche d'abstraction qui va cacher la base de données à l'utilisateur bibliothécaire, dans notre cas, qui veut faire ses tableaux de bord juste en faisant glisser sur son constructeur de rapport le champ nom de l'usager, date de naissance de l'usager, et dire je veux un total par année de naissance des usagers, par exemple, pour voir un peu la répartition des âges, la courbe des âges de mes adhérents. D'accord. Donc le layer, ça c'est la partie qui doit être faite par quelqu'un qui a des compétences techniques, qui comprend le schéma de la base de données qui est derrière. Et en fait, la création du layer va complètement cacher toute la complexité de la base de données. On part d'une feuille vierge et puis on fait glisser-déplacer les différentes tables. On glisser-déposer les différentes tables sur l'écran. On relie les tables entre elles. Donc là, c'est de l'assez classique définition de structure, de jointure au sens SQL du terme. On va poser les contraintes. On va sélectionner les champs que l'on veut voir de cette base de données. Des différentes tables que l'on a sélectionnées de la base de données. Je pense que vous voyez là sur mon écran, il y a des champs qui sont noirs et des champs qui sont verts. D'accord ? Il y en a qui sont verts, il y en a qui sont noirs. Donc les noirs, c'est ceux qui ont été sélectionnés, qui seront disponibles pour les utilisateurs, enfin pour les créateurs de rapports ou de tableaux de bord, qui seront disponibles pour ce calque-là. Et puis ceux qui sont verts, c'est ceux qui ne seront pas disponibles, dont on ne veut pas, soit parce que c'est des champs techniques internes, soit parce que pour ce calque-là, on n'a pas besoin de ces données-là. Ensuite, les layers, enfin les champs que l'on va sélectionner, on leur donne un nom, on leur pose des contraintes, on peut les organiser, on précise le contenu de chaque donnée et on organise notre calque de la manière que l'on veut. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez de loin, on a un groupe œuvre qui contient le titre, l'auteur, manifestation qui contient l'ISBN, publication, type de document, exemplaire, etc. Œuvre, manifestation, exemplaire, ça ne vous parle pas, mais un bibliothécaire, ça lui parle. D'accord ? Donc lorsqu'il aura à faire ses rapports et ses tableaux de bord, il saura tout de suite ce que je cherche, c'est dans la manifestation, tac, 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 parce que ça fait partie de son métier quotidien. Et c'est en français, et non pas en anglais, comme les champs de la base de données, parce que j'ai oublié de préciser que le bibliothécaire français moyen est assez anglophobe. C'est pas complètement vrai, mais quand même une grosse majorité est assez anglophobe. Voilà. Pour chacune des données que l'on veut mettre dans notre calque, on peut aussi préciser le type de la donnée, les regroupements par défaut, des informations liées à, une description de l'utilisation, une description de l'utilisation que l'on peut faire de ce champ si on veut aller plus loin. Donc on va préparer ce calque une bonne fois pour toutes. Et oui, j'ai oublié la dépôt d'après. On peut aussi préciser des champs qui sont des champs calculés. Donc si on veut extraire des champs, si on veut faire par exemple des totaux, on a une table dans laquelle il y a prix unitaire, nombre de produits commandés, taux de TVA, on peut faire un champ qui s'appelle prix total de la ligne de commande, qui est le prix unitaire fois la quantité plus la TVA. Et du coup, l'utilisateur, quand il fait ses tableaux de bord, il prend le champ calculé qu'il veut et il le fera glisser sur son rapport. Il n'a pas besoin, lui, de préparer les champs calculés, de faire lui-même les calculs. On lui prémâche le travail. Et donc, lorsque le layer est terminé, lorsque le calque est terminé, la création d'un tableau de bord, ça devient très facile, parce que pour l'utilisateur, il suffit de faire glisser sur son créateur de rapport les champs qu'il veut, préciser comment il veut les ordonner, les présenter, etc. Et donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc en quelques clics, l'utilisateur, il va pouvoir créer des rapports, donc des listes, ou bien des graphiques, donc des camemberts, etc. Je vais vous montrer la diapo d'après. Donc là, par exemple, vous voyez, on a dit qu'on veut faire
vous ne voyez pas parce que c'est un peu trop petit. On veut faire un rapport sur le calque adhérent. Là, ici, on a la liste de tous les champs auxquels on a accès directement. On les fait glisser là, et là, on est en train de préparer un rapport dans lequel on mettra le nom, le prénom, le numéro de carte de l'adhérent, la date d'inscription, la date d'expiration de son inscription et la bibliothèque dans laquelle il est inscrit. Et si je clique ici, redessiner, tchouk, ça nous recalcule le rapport. On peut, je vais dire après, on peut mettre des filtres, on peut aussi préciser certains éléments de paramétrage avec la petite roue qui est ici, pour chacun des champs que l'on met sur le rapport. Donc, on peut créer des rapports, des tableaux. On peut créer des tableaux croisés. Je n'ai pas mis de copie d'écran, mais on peut faire l'équivalent d'un tableau croisé dynamique de Excel. On peut faire des graphiques en barre, des graphiques en ligne, des graphiques en camembert ou en anneau, des jauges. Et puis, probablement qu'on va rajouter bientôt des graphiques en nuage de points. Et puis on pourra peut-être rajouter d'autres en fonction des besoins, des idées, etc. Voilà. Donc les types de graphiques, je disais, courbe, barre, zone, ligne, surface, nuage, et peut-être qu'on va en rajouter d'autres. On peut également, bien évidemment, mettre des filtres sur notre rapport. Donc filtres ici, qui peuvent être statistiques ou saisis à l'exécution. Si on décide que le filtre il est statique, filtre statique, là on dit je veux voir la liste des commandes regroupées, enfin le montant des commandes, le nombre de commandes regroupées par devise, donc en euros, en dollars, etc. Pour l'année 2019. Donc là, mon rapport, lorsque je vais l'enregistrer, il me fournira juste ça. Ici, je peux lui préciser que je veux que le choix de l'année soit rempli au moment de l'exécution. Et donc, on va pouvoir choisir de faire un rapport pour 2018, 2019, 2016, etc. On a accès à tous les filtres classiques, égal, supérieur, inférieur, contenu, pas contenu, nul, pas nul, etc. etc. Voilà, tous les types de comparaisons possibles. Pardon ? Oui, le champ là, vous voulez dire 2019 ? Alors, l'année de création, en fait, on va le prendre dans la liste des champs qui sont disponibles sur le calque. On prend le champ qu'on veut mettre, hop, et on le fait glisser, on le met sur la ligne filtre. Et donc, du coup, année de création est égal à, et là, on choisit. Et l'année, on peut l'année ou la valeur possible, on peut soit la choisir, soit la saisir, soit la choisir ici dans la liste. D'accord ? Automatiquement, le système va lancer la requête qui va bien pour sortir la liste des valeurs possibles. Donc typiquement, si on veut faire, nous dans notre cas, on va très souvent faire des rapports. Dans un établissement donné, il y a plusieurs bibliothèques. On va faire des rapports ou des tableaux de bord qui va afficher les informations pour une des bibliothèques de l'établissement, enfin un des sites de l'établissement. Donc on aura très très fréquemment un filtre qui est le filtre bibliothèque. Choisissez la bibliothèque. Je ne l'ai pas dit, mais effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci de ne pas avoir hésité. Voilà. Voilà pour la présentation de la création de tableau de bord. Le deuxième point, de création de rapport, pardon. Le dernier point, c'est la création de tableau de bord. Donc, un tableau de bord, on part d'un tableau blanc et on va glisser sur notre tableau blanc tout ce que l'on veut intégrer dans notre tableau de bord, donc un certain nombre de graphiques, un certain nombre d'informations pour faire des en-têtes, des pieds de page, des machins, etc. Donc là, on a, de la même manière qu'on a le calque qui nous présente les différents champs accessibles, on a le tableau de bord dans lequel on peut mettre une boîte de type texte, une boîte de type 4 rapports. Vous ne le voyez pas ici, mais en fait, il y a un petit carré qui montre les 4 rapports que l'on va pouvoir rentrer. Une boîte, un bandeau avec 4 rapports, un bandeau 3 rapports, un bandeau 2 rapports. On peut évidemment mettre un seul rapport sur toute la largeur de notre tableau. Un bandeau, un rapport plus un texte à droite, ou un texte plus un rapport à droite.
un séparateur. Et donc, on va construire notre tableau comme ça, notre tableau de bord comme ça. Et donc là, par exemple, vous voyez, j'ai mis un exemple de tableau de bord, le tableau de bord adhérent, avec les filtres qu'il faut saisir au moment de l'exécution du tableau de bord, enfin de la visualisation du tableau de bord, avec ici deux graphiques, et puis il y en a encore deux autres en dessous, donc il y a 6 graphiques sur mon tableau de bord. Le paramétrage du tableau de bord, du point de vue de son design, est complètement libre. On a accès, alors je ne sais pas si vous voyez bien, à tous les attributs HTML, mais là encore, c'est des attributs HTML qui sont décodés pour qu'un utilisateur qui ne connaît rien au HTML, au CSS, etc., eh ben, il dit « Ok, je veux une marge, je veux mettre une marge de 10 points ou 10 cm. » Enfin voilà, tout ça, c'est assisté. On a un sélecteur de couleurs ici, donc j'ai choisi une couleur un peu rouge sombre, du coup, vous la voyez peut-être pas très bien, mais quand on clique là sur la couleur, ben, on a les classiques roues de couleur pour sélectionner, fabriquer sa couleur. Et puis, ça c'est un ajout qu'on a fait récemment, la possibilité d'avoir des thèmes. Et donc, en un clic, on peut complètement définir le design de son tableau de bord. Donc là, j'ai le même tableau de bord avec 2 thèmes qu'on a déjà fait, un bleu et un gris. Bleu et orange, un peu comme le logo Biblibre, et un grisé. Voilà. Et donc, ça permet à l'utilisateur de l'application de se construire ses propres tableaux de bord. Et je vous rappelle, ou je dis pour ceux qui sont arrivés en cours de route, puisqu'il y en a quelques-uns qui sont arrivés en cours de route, nous, notre objectif, quand on a démarré ce projet, c'était de pouvoir le déployer à nos 200 clients de manière très facile, très simple, de pouvoir leur proposer déjà un certain nombre de tableaux de bord, puisque par exemple, tous nos clients qui ont le logiciel Koa, eh ben, on veut leur proposer un certain nombre de tableaux de bord qui sont des tableaux de bord qui sont à peu près les mêmes dans tous les établissements. Faut pas rêver, les établissements, ils veulent tous savoir un peu les mêmes choses sur le contenu de leur collection, donc de leur catalogue, la typologie de leurs usagers, etc., etc. Du coup, on a intégré dans l'application, oui. C'est la diapo d'après, j'ai raté cette diapo-là. Donc dans les autres fonctionnalités que l'on a également dans Urungi, c'est la possibilité d'exporter, donc on peut visualiser son rapport, son tableau de bord sur son navigateur, mais on peut aussi maintenant l'exporter en PDF, en PNG. Lorsqu'on a terminé de faire un rapport, un tableau, on peut le partager dans un espace partagé pour des gros établissements, par exemple le réseau des bibliothèques de Valence, Romans, etc., qui est un de nos clients. Donc il y a une douzaine de bibliothèques. Donc il peut y avoir un désir de construire des tableaux de bord spécifiques à Valence Romans qu'on va partager aux différents bibliothécaires de Valence Romans. Il y en a certains qui sont spécialisés dans l'acquisition de documents, donc les achats. Donc on va leur donner l'accès à des tableaux de bord de type acquisition. Et puis il y en a d'autres qui sont spécialisés dans le suivi des actions de promotion de la bibliothèque. Et donc ils vont vouloir des tableaux de bord pour voir comment évolue le nombre d'inscriptions et les dates d'inscription, etc. Et j'ai lancé une opération publicitaire sur les panneaux de la ville. Je veux voir si ça a eu un effet. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus s'inscrire suite à cette opération? Donc eux, on va leur donner accès à ces tableaux de bord-là. On peut également rendre des tableaux de bord ou des rapports publics, donc accessibles sans aucun login mot de passe, ce qui permet de les intégrer dans un autre outil. Et donc, par exemple, une des choses que nous, on est sur le point de déployer, c'est de pouvoir, lorsque je me connecte à Koa, mon logiciel de bibliothèque que j'utilise tous les jours, eh bien, je me connecte avec mon login, mon mot de passe, hop, et j'ai un petit graphique qui me résume l'activité de la semaine, par exemple. J'en reviens à la problématique qui était essentielle pour nous, qui était la problématique de déploiement qui soit facile. Donc on a mis en place un outil d'import et d'export des structures, des layers et des tableaux et des rapports. Donc on peut très facilement, si on a la permission
sur Urungi, exporter en JSON un tableau de bord ou un calque, et ensuite aller l'importer ailleurs. Et on a une option en ligne de commande, et donc, on refait un petit tour vers le DevOps, juste 2 phrases. Et donc, on peut très facilement, on met à jour les tableaux de bord que l'on veut proposer à nos clients, on met à jour les calques que l'on veut proposer à nos clients, on les exporte, et puis on les déploie très facilement sur chacune des instances de chacun des Urungi de nos clients pas hébergés et de nos clients hébergés. D'accord. Comment on fait ça? Tout simplement, dans chaque calque, dans chaque rapport, dans chaque tableau de bord, il y a un ID unique, qui est un ID random sur, je ne sais plus, 40 octets, hexadécimal, voilà, qui fait que chaque rapport est unique. Donc, on peut facilement déployer les rapports, les tableaux de bord et les calques chez tous nos clients. Bon, j'ai déjà parlé vaguement des permissions utilisateurs. On peut autoriser certains utilisateurs sur une instance d'Urungi à n'avoir accès qu'à un espace. Donc je l'ai dit, là, les gens qui font de l'acquisition, les gens qui font l'acquisition de documents et les gens qui essayent de faire de l'acquisition d'usagers, d'utilisateurs, d'adhérents. On a aussi des permissions qui permettent de dire vous n'avez le droit que d'exécuter des rapports ou des tableaux de bord, ou bien vous avez le droit de créer des rapports et des tableaux de bord. On a aussi évidemment une permission qui permet de dire vous avez le droit de créer des calques, mais nous, notre stratégie, c'est comme nous sommes prestataires de services pour nos clients, toute la partie création de calques, c'est nous qui l'assurons. Donc, à nos clients, on ne permet pas, sauf si c'est explicitement demandé, on ne leur permet pas de créer leur propre calque. C'est nous qui gérons, on est une société de services, donc c'est nous qui gérons la création, la maintenance des calques pour nos clients. Et eux construisent leur propre tableau de bord, en plus d'avoir accès au tableau de bord qu'on a créé pour eux. Oui. Non, c'est interne à l'application. En tout cas pour l'instant. Voilà, dans les objectifs que j'ai pour la poursuite du développement de cette application, le premier, et celui qu'on fera en premier sans aucun doute, c'est le fait pour les utilisateurs d'Urungi de pouvoir s'inscrire pour avoir dans leur boîte mail un tableau de bord donné ou un rapport donné tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, parce que c'est typiquement le genre de besoin qu'exprime le directeur d'une bibliothèque ou la directrice d'une bibliothèque. Je veux tous les lundis matins avoir le compte-rendu de ce qui s'est passé la semaine dernière, combien d'ouvrages on a acquis, où on en est de nos dépenses budgétaires, combien on a fait de prêts, de documents, est-ce qu'on a fait plus que l'année dernière ou que le mois dernier, etc. Enfin voilà, avoir un tableau de bord qui me permette de dire tiens, il s'est passé des choses dans ma bibliothèque, ou bien oh là, comment ça se fait de toute la semaine dernière, personne n'a rien acheté en document. Bon, c'est peut-être normal, mais c'est peut-être pas normal. Voilà, vraiment un tableau de bord décisionnel du fonctionnement de ma bibliothèque. Les deux autres points que l'on a envie de mettre en place ultérieurement, c'est un système. Bon, c'est le tout début de mise en place d'un data mart pour transformer Urungi dans un vrai logiciel de business intelligence. Parce qu'en fait, là, je vous ai appâté avec un mot business intelligence, mais j'ai bien conscience que Urungi n'est pas fait pour entrer en compétition avec BI, avec Business Object ou un truc comme ça, on est bien d'accord. Mais voilà, un système de mise en place de cache de données qui permettent d'améliorer les performances. Et le troisième point qui répond aussi vraiment à notre problématique de nos bibliothèques, nos clients qui sont des bibliothèques communiquent entre eux, ils se connaissent et donc ça les intéresse de savoir. Ça les intéresse d'avoir la possibilité de partager des tableaux de bord. Moi, je suis l'université de Rennes 2 qui utilise le logiciel Koha. J'ai fait un super tableau de bord.
l'université de Corté en Corse ou l'université de Paris Sud, qui sont tous des utilisateurs de Koha, ça peut les intéresser de récupérer rapidement et facilement les tableaux de bord qu'a fait Rennes 2. Ils peuvent le faire en envoyant un mail à la personne, etc. Parce que comme ils se connaissent à peu près tous, c'est envisageable. Mais ce serait encore plus pratique si, depuis Urungi, je pouvais dire « je partage ce tableau de bord à la communauté des utilisateurs de Koha ». Et puis, moi, je regarde « ah tiens, il y a Rennes 2 qui vient de partager ce tableau de bord-là. Je regarde à quoi il ressemble. Ah, il me plaît bien. » Je le récupère, voire je l'adapte à mes propres spécificités, mes propres besoins. Voilà. Et je finis pile à l'heure. Et donc, je suis là pour vos questions. Il y en a déjà une. Bonjour. Alors, très clairement, non. Aujourd'hui, Urungi ne se plug pas sur des données copiées par Urungi. Par contre, nous, dans l'infrastructure qu'on a mise en place, on a évidemment, dans certains cas, on se connecte à la base de prod, quand c'est des petits établissements, mais dans d'autres cas, on a des clones de la base de production qui peuvent être, dans le cadre d'une base MariaDB, on a fait un master slave, et on se connecte au slave, puisque de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure en début de présentation, tout ce qui touche à la définition des tableaux de bord, etc., c'est stocké dans la base MongoDB. Donc on accède à la base cliente qu'en lecture. Donc on peut accéder à un slave, ça marche très bien. D'autres questions? Oui. CSV? Ouais, CVS. C'était il y a longtemps. Oui, mais alors, uniquement pour quand on fait un rapport. Quand on fait un tableau de bord, quand il y a plusieurs rapports, je ne sais pas comment on pourrait exporter. Hein? Oui, on pourrait faire des onglets. Oui, mais on ne l'a pas fait encore en tout cas. Pas pour l'instant, non. Non. Une dernière question, où je vous remercie et je vous laisse aller faire la pause et retourner au café. Oui. Non. Cela dit, c'est vraiment très simple à installer. Et je ne vous ai pas donné mon adresse mail, je crois. Enfin, je suis même sûr. Mon adresse mail, c'est mon nom, paul.poulain@biblibre.com. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Ou sur GitHub, de toute façon, vous trouverez. Cherchez GitHub Urungi et vous le trouverez facilement. Oui. La question chiante qu'on me pose en général, en premier, mais c'est bien, c'est la dernière. Mais ouais. Donc, est-ce qu'on fait de l'agrégation multisource? Aujourd'hui, non. Et c'est la question qu'on me pose à chaque fois que je fais une présentation. Donc, clairement, il va falloir qu'on trouve un moyen de le faire. Alors voilà, moi mon envie vraiment, c'est pas de me lancer dans mettre un ETL complet dans Urungi. Ça, pour moi, c'est très clair, c'est hors du périmètre de ma vision du produit. Après, si d'autres s'emparent du truc, etc., voilà, je reviserai peut-être Ouais. Mais mon idée, c'est vraiment de me concentrer, et je crois l'avoir bien expliqué en début de présentation, mon idée, c'est de me concentrer sur la partie construction des tableaux de bord et design des tableaux de bord. Et du coup, effectivement, peut-être trouver un ETL qui existe ou voilà, trouver un mix entre la simplicité d'Urungi et un ETL qui s'interface entre les différentes sources externes et voilà. Mais si on arrive à faire quelque chose de suffisamment simple et ergonomique pour connecter Urungi à pour que les calques puissent attaquer plusieurs bases de données en même temps, etc. Ça, on pourrait le faire. Voilà. Ça, je ne serais pas contre l'idée de le faire. Mais pour l'instant, ça y est pas. Plus de questions, c'est bon? Merci à chacun et bonne journée.